Nul doute que je ne sois disposé à laisser à l'Église la liberté qui lui appartient et qui lui est nécessaire pour le gouvernement et l'administration des choses spirituelles, et à m'entendre constamment pour cela avec le Saint-Père. Mais de leur côté, les évêques et tous les membres du clergé ne sauraient éviter avec trop de soin de mêler la politique à l'exercice de leur ministère sacré et de s'immiscer dans les affaires qui sont du ressort de l'autorité temporelle, ce qui n'est pas moins contraire à la dignité et aux intérêts de la religion elle-même qu'au bien de l'État. 29 mai 1857. Pleine liberté de l'Église dans les choses spirituelles, indépendance souveraine de l'État dans les choses temporelles, parfait accord de l'une et de l'autre dans les questions mixtes. Tels sont les principes qui, au sein des sociétés chrétiennes, doivent aujourd'hui, plus que jamais, régler les rapports des deux puissances pour le bien de la religion et le bonheur des peuples. Espérons que le temps n'est pas éloigné où l'application sincère de ces grandes et sages maximes au gouvernement des affaires humaines ouvrira au monde une nouvelle ère de prospérité, de calme et de véritable progrès. 26 mars 1859. Monsieur le duc de Bourgogne avait paru destiné du ciel, après le glorieux règne de son immortel aïeul, à consommer l'œuvre séculaire de la royauté et à fonder sur de solides bases le repos et la prospérité de la France, en consacrant par de sages institutions l'antique alliance de la monarchie et de la liberté, et de ces deux grandes traditions nationales qui, pour le bien du pays et la paix de l'Europe, doivent se prêter constamment à mutuel appui. Mais la mort prématurée de ce jeune prince, objet de si douces espérances, les a fait évanouir. De là, cette longue suite de révolutions désastreuses qui se sont perpétuées jusqu'à nous, aujourd'hui relever tout à la fois l'autorité royale et la liberté, en les fortifiant l'une par l'autre pour les préserver de ces cruels retours, de ces fatales alternatives d'anarchie et de despotisme, de licence et de servitude, voilà le problème. J'ai la ferme confiance qu'il me sera donné de contribuer au moins à le résoudre. 31 mars 1860. Au milieu de toutes ces poignantes émotions, c'est une grande consolation de voir que l'esprit public, l'esprit de patriotisme ne se laisse pas abattre et grandit avec nos malheurs. Je suis heureux que nos amis aient si bien compris leur devoir de citoyens et de Français. Oui, avant tout, il faut repousser l'invasion, sauver à tout prix l'honneur de la France, l'intégrité de son territoire. Il faut oublier en ce moment tout dissentiment, mettre de côté toute arrière-pensée. Nous devons au salut de notre pays toute notre énergie, notre fortune, notre sang. La vraie mère préférait abandonner son enfant plutôt que de la voir périr. J'éprouve ce même sentiment et je dis sans cesse, mon Dieu, sauvez la France, dussé-je mourir sans la revoir. 1er septembre 1870. Français, vous êtes de nouveau maîtres de vos destinées. Pour la quatrième fois depuis moins d'un demi-siècle, vos institutions politiques se sont écroulées et nous sommes livrés aux plus douloureuses épreuves. La France doit-elle voir le terme de ces agitations, stériles, source de tant de malheur? C'est à vous de répondre. Durant les longues années de mon exil immérité, je n'ai pas permis un seul jour que mon nom fût une cause de division et de trouble. Mais aujourd'hui, qu'il peut être un gage de conciliation et de sécurité, je n'hésite pas à dire à mon pays que je suis prêt à me dévouer tout entier à son bonheur. Oui, la France se relèvera, si éclairée par les leçons de l'expérience, lasse de tant d'essais infructueux, elle consent à rentrer dans les voies que la Providence lui a tracées. Chef de cette maison de Bourbon, qui, avec l'aide de Dieu et de vos pères, a constitué la France dans sa puissante unité, je devais ressentir plus profondément que tout autre l'étendue de nos désastres, et mieux qu'à tout autre, il m'appartient de les réparer. Que le deuil de la patrie soit le signal du réveil et des nobles élans. L'étranger sera repoussé, l'intégrité de notre territoire assurée. Si nous savons mettre en commun tous nos efforts, tous nos dévouements et tous nos sacrifices, ne l'oubliez pas, c'est par le retour à ces traditions de foi et d'honneur que la grande nation, un moment affaiblie, recouvrera sa puissance et sa gloire. Je vous le disais naguère, gouverner ne consiste pas à flatter les passions des peuples, mais à s'appuyer sur leurs vertus. Ne vous laissez pas entraîner par de fatales illusions. Les institutions républicaines qui peuvent correspondre aux aspirations de sociétés nouvelles ne prendront jamais racine sur notre vieux sol monarchique. Pénétré des besoins de mon temps, toute mon ambition est de fonder avec vous un gouvernement vraiment national, ayant le droit pour base, l'honnêteté pour moyen, la grandeur morale pour but. Effaçons jusqu'au souvenir de nos dissensions passées, si funestes au développement du véritable progrès
et de la vraie liberté. Français, qu'un cri s'échappe de notre cœur. Tout pour la France, par la France et avec la France, 1er septembre 1870. Français, Dieu aidant, nous fonderons ensemble, et quand vous le voudrez, sur les larges assises de la décentralisation administrative et des franchises locales, un gouvernement conforme aux besoins réels du pays. Nous donnerons pour garantie à ces libertés publiques, auxquelles tout peuple chrétien a droit, le suffrage universel honnêtement pratiqué, le contrôle des deux chambres, et nous reprendrons, en lui restituant son caractère véritable, le mouvement national de la fin du dernier siècle. Une minorité révoltée contre les vœux du pays en a fait le point de départ d'une période de démoralisation par le mensonge et de désorganisation par la violence. Ces criminels attentats ont imposé la révolution à une nation qui ne demandait que des réformes et l'ont dès lors repoussée vers l'abîme où hier elle eût péri sans l'héroïque effort de notre armée. Ce sont les classes laborieuses, ces ouvriers des champs et des villes dont le sort a fait l'objet de mes plus vives préoccupations et de mes plus chères études qui ont le plus souffert de ce désordre social. Mais la France, cruellement désabusée par des désastres sans exemple, comprendra qu'on ne revient pas à la vérité en changeant d'erreur, qu'on n'échappe pas par des expédients à des nécessités éternelles. 5 juillet 1871. Voilà, j'ai terminé la première partie du bouquin, puisqu'il y a deux parties. Euh, et donc maintenant, je vais faire le résumé et ma critique de cette première partie. Donc, il y a tout d'abord le comte de Chambord au début du bouquin, qui dit en gros que la propriété foncière est très importante et qu'il faut en gros redonner à la propriété foncière l'influence qu'elle a pu avoir de par le passé. Le comte de Chambord veut aussi améliorer le sort des classes laborieuses, et notamment lorsque je parlais de propriété foncière, en voyageant, parce qu'il était en exil, il avait vu des institutions de crédit foncier, notamment en Allemagne, et il s'est sûrement basé sur ça. Il est notamment, il est pour une forme d'élitisme, d'excellence, puisqu'à un moment donné, il dit qu'il a envie de faire concourir tous les talents et tous les caractères élevés. Le comte de Chambord ne veut pas être, en quelque sorte, l'esclave d'un parti, ni même d'une intrigue. Le comte de Chambord se considère comme pas le roi d'une seule classe, comme j'ai pu le dire, ni même le roi d'intrigue, mais il sera le père de tous. Il veut aussi, le comte de Chambord, décentraliser l'administration pour que chacun puisse avoir accès aux avantages sociaux et aux honneurs. Voilà. J'espère que cette première partie vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.